bonsoir à toutes et à tous. Il est exactement 18 heures. Merci à Philippe Varin d'avoir accepté de participer à ce webinaire. Donc, il s'agit d'un nouveau débat sur le commerce international consacré aux grandes problématiques que pose l'échange international à l'heure actuelle et en particulier aux règles multilatérales qui ont été mises en place depuis de longues années pour essayer d'organiser ce commerce international et qui, évidemment, sont, chacun peut le remarquer facilement, assez largement remises en cause actuellement en raison de la montée, on peut dire, du multilatéralisme et de l'unilatéralisme et de la montée aussi de la notion purement de rapport de force. Et donc, dans cette thématique-là, nous avons déjà eu plusieurs séances. Nous avons notamment fin octobre une réunion avec Pascal Lamy qui nous a donné sa vision du point de vue d'un ancien commissaire européen au commerce et ancien directeur général de l'OMC. Et ce soir, donc, nous avons la chance d'avoir la vision de Philippe Varin, donc président monde de ICC, International Chamber of Commerce. Et je le remercie très, très sincèrement au nom de la Fabrique de l'Exportation d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle à chacun de couper le micro si c'est possible pour éviter les interférences. Donc, je ne sais pas s'il est nécessaire de présenter Philippe Varin, mais pour éventuellement les distraits qui n'auraient pas suivi toutes les échéances, je me permets de rappeler quelques des grandes étapes de sa carrière, une carrière, on peut dire, de grand industriel français, puisque après ses études à Polytechnique et aux mines, il est rentré directement dans l'industrie, chez Péchinet d'abord, où il a gravi un peu tous les échelons, avant de devenir patron de Corus, groupe sidérurgique extrêmement important, et puis en 2009, d'entrer dans le secteur de l'automobile, par la grande porte en quelque sorte, puisqu'il est devenu président du directoire de PSA, Peugeot Citroën, pendant plusieurs années. Ensuite, il a été président du conseil d'administration d'Areva, puis président du conseil d'administration d'Orano, donc dans le secteur du nucléaire. Et il a également, pendant quelques temps, présidé le conseil de Suez. Donc, on peut dire que c'était. Je passe sur tous les mandats d'administrateur de grands groupes qu'il a exercé ou qu'il exerce encore. Mais au-delà de ça, Philippe s'est aussi beaucoup intéressé à un certain nombre de sujets, on peut dire d'intérêt général, en dehors de l'aspect purement chef d'entreprise. Il a été, en 2014, patron spécial du ministre des Affaires étrangères français pour l'ASEAN. Il a été aussi, pendant plusieurs années, président de France Industrie. Et il s'occupe aussi d'associations à titre purement caritatif, comme l'association C'est Possible, qui aide les jeunes à trouver leur place dans la société. Mais dans le domaine qui nous occupe directement, nous, à la Fabrique de l'Exportation, qui est le domaine du commerce international, il s'est beaucoup impliqué, il continue à s'impliquer beaucoup dans le sujet de la régulation du commerce international. Et depuis 2017, il a rejoint donc ICC, International Chamber of Commerce, un organisme qui joue un rôle très, très important, qui va nous présenter de manière un peu plus précise, car souvent ce rôle est méconnu en France. Il a été donc dès 2017 président du comité français d'ICC, et ensuite il est devenu évidemment membre du comité exécutif mondial d'ICC, et depuis 2024, il est le président monde de cette organisation. Donc c'est évidemment une belle reconnaissance pour son parcours, mais c'est aussi un positionnement privilégié pour traiter du sujet qui nous intéresse. Et donc, après cette présentation rapide, je lui laisse la parole volontiers pour qu'il nous présente sa vision de l'avenir du multilatéralisme dans le commerce international pendant le temps qu'il voudra. Et ensuite, évidemment, il y aura une séance de questions-réponses. Je demande simplement à chacun d'entre vous de lever la main avant de poser la question, compte tenu du nombre de participants qui est élevé. Donc, merci à tous aussi pour être parmi nous. Mon cher Philippe, je te passe la parole volontiers. Merci Alain. Et je suis très honoré
de contribuer à ce think tank. Il n'y a pas beaucoup de think tanks en France qui sont consacrés au commerce international, n'est-ce pas? Donc, je crois même que nous sommes les c'est le seuls. seul. Voilà, c'est un understatement, comme on dit en français. Bien, écoutez, je vais partager avec vous pendant peut-être une trentaine de minutes quelques réflexions après avoir brièvement rappelé ce que fait ICC. Je vous parlerai des besoins du multilatéralisme aujourd'hui pour éviter qu'il ne trépasse. Et puis, à cet égard, du projet que ICC a lancé qu'on appelle un projet Phoenix. Vous voyez, le projet Phoenix, vous voyez le symbole. Bon, deux mots sur la Chambre de commerce internationale. Bon, c'est l'Organisation mondiale des entreprises qui représente aujourd'hui 45 millions d'entreprises dans le monde, puisque en fait, les 1800 chambres de commerce mondiales dans 170 pays, elles sont regroupées au sein de la World Chambers Federation, et dont ICC est l'organe opérationnel. Et je dirais, de là, nous avons un réseau de comités nationaux dans 94 pays. Nous avons un siège d'observeur aux Nations Unies. Donc, c'est à noter qu'on a un siège d'observeur aux douanes également, à la direction des douanes. Nous n'avons pas de siège d'observeur aujourd'hui, malgré nos efforts à l'OMC, ce qui est quand même un paradoxe. Il faudra d'ailleurs, profiter de la crise pour lever ce paradoxe. Et nous sommes impliqués donc dans les grands processus internationaux, non seulement ceux du commerce et du multilatéralisme, mais aussi maintenant ceux du climat, et de l'économie circulaire. Pas franchement avec un succès éclatant jusqu'à présent, si on en juge les résultats de la dernière COP. Et puis, donc en France, je ne sais pas si Mathias est là, mais Mathias Fekl préside le comité français, qui est donc un relais extrêmement actif. Et comme tu l'as mentionné, que j'étais à l'époque où j'ai été représentant spécial pour la diplomatie économique sur l'ASEAN, le ministre du commerce extérieur s'appelait Mathias Fekl, donc nous avons sévi déjà dans d'autres circonstances, ce qui assure le lien entre le comité français et ICC. Et nous allons de plus en plus développer le lien, vous allez voir pourquoi, avec les associations professionnelles. Tu vois, la World Steel Association, la World Aluminium Association, la World Cement Association, les automobiles, etc. Donc, ça, c'est notre organisation. Elle est basée à Paris. Donc, nous avons à Paris, avenue du Président Wilson, à côté du CESE, 250 personnes qui travaillent au siège, avec bien sûr des ramifications dans un certain nombre de pays pour le staff, notamment à Singapour, par exemple. Alors là, l'objectif fondamental et la vision que porte ICC est très connue, hein, c'est de favoriser la croissance et la paix et la prospérité dans le monde par le commerce. Les fondateurs, un peu plus de 100 ans, après la Première Guerre mondiale, s'appelaient eux-mêmes les Merchants of Peace. Voilà, en pensant que via le commerce, on arriverait à favoriser la paix et la croissance. Et le rôle au quotidien d'ICC, au cœur du cadre réglementaire mondial du commerce, c'est de faciliter le commerce par tous les moyens. Et au-delà, de plus en plus, d'alléger la charge bureaucratique qui pèse sur les entreprises, et de plus en plus d'ailleurs sur les PME, grâce à notre autorité normative, puisqu'on est connu pour les Incoterms, hein, qui régulent 17 trillions de dollars dans le monde, avec un seul standard, en fait. Il n'y a pas d'Incoterm Chine ou d'Incoterm US, Incoterm Europe, c'est les mêmes Incoterms partout, vous connaissez ça. Et en termes de normes, vous allez voir qu'on les fait évoluer dans le domaine du digital, mais on a aussi un code de conduite pour la publicité, enfin, un certain nombre d'éléments de standardisation, parce que la soft law aujourd'hui permet d'être beaucoup plus accepté, surtout quand c'est porté par l'organisation des entreprises, que le carcan bureaucratique qui vient du haut. Et aujourd'hui, on a un énorme sujet pour l'entreprise, c'est le sujet de la prédictabilité, parce que dans le monde tel qu'il est, le problème de prédictabilité, c'est ce qui empêche l'investissement et ce qui empêche l'emploi. Et donc, plus c'est imprédictible, plus on a de risques sur la croissance. Alors, ça, c'est la vision, notre feuille de route, pour être plus spécifique. C'est cette régulation des 17 trillions de dollars, il faut faire évoluer les Incoterms,
mais on a également les certificats d'origine, on a les carnets d'admission temporaires, on a un certain nombre d'outils. Si je les mentionne, c'est que ces outils sont des éléments importants possibles si on les utilise au maximum pour contrer la fragmentation du monde. Deuxième point dans la feuille de route, eh bien, c'est de numériser le commerce de biens et de marchandises, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas numérisé. Historiquement, le bien, le titre de propriété est papier parce qu'il doit suivre le bien. Vous connaissez tous les documents de connaissement sur les navires, les bills of lading, mais les lois des pays n'autorisent pas l'électronic recording. Donc, si on veut numériser, ça va être, vous allez voir, un enjeu très important. Si on veut numériser le commerce international, eh bien, il faut pouvoir avoir le droit de le faire. Donc, il faut travailler en même temps sur le passage dans les différents États, dans la loi une directive de la CNUTSI, qui est la MLITR pour Electronic Recording. Et actuellement, on est dans 50, on a réussi à le faire en cours dans 50 pays. Et en parallèle, de normaliser les 36 étapes de chaîne logistique pour aller du vendeur à l'acheteur. Donc ça, c'est un deuxième point important dans notre feuille de route. Le troisième, c'est de faire en sorte que les PME du monde entier puissent se connecter et avoir accès, d'une part, aux informations d'ICC, pour pouvoir, avec cela, pouvoir accéder aux chaînes de valeur mondiales. Et on a développé une application dite One Click où on peut s'adresser à toute PME, patron de PME, vocalement maintenant avec un agent IA qui parle 40 langues pour donner la source. Enfin, si d'ailleurs vous pouvez avoir l'occasion de l'utiliser et nous dire votre feedback, je suis très preneur, bien sûr. Quatrième point peut-être de notre format, c'est quand les choses tournent mal. Donc, eh bien, à ce moment-là, on a observé la cour d'arbitrage et on traite 200 milliards de dollars de litiges par an. Alors, pas uniquement à Paris, mais pour la place de Paris, effectivement, notre position est importante. Notre impact, il est compris entre 2 à 3 milliards par an sur la place de Paris. Le cinquième point que j'ai mentionné, c'est le climat. Nous avons essayé de porter à Belém des idées très claires et préparées sur le renforcement du financement des outils de la transition énergétique dans le monde, avec un financement public qui soit vraiment un financement catalytique pour l'investissement privé, soit via les garanties des multilatéraux, soit via une interprétation de BAL 3 qui ne conduisent pas automatiquement à ce que les banques n'investissent pas. Et vous savez que si on prend le dernier le rapport de la banque, de l'Agence internationale de l'énergie sur ce sujet, pour 2 tiers du monde que représentent en termes de population les pays émergents ou en développement, eh bien, on n'en voit dans ces pays que 14% de l'investissement que nous faisons dans les nouvelles énergies, ce qui est quand même pathétique, dont 2% dans l'Afrique subsaharienne. Alors, ces sujets-là n'ont pas été abordés du tout à Belém. Et donc, on peut se demander à quoi sert la COP, mais ça, c'est un autre sujet, ce n'est pas pour ce soir. Et bien sûr, notre dernière, mais pas c'est pour terminer par ça, mais c'est le projet Phoenix, dont je vais vous dire quelques mots tout à l'heure. Voilà, un premier point, ce que nous essayons de faire ici. Alors, peut-être dans un deuxième temps, je vais vous faire quelques commentaires sur la situation du multilatéralisme, puisque c'est le thème de notre session aujourd'hui, en abordant d'une part le phénomène d'érosion continue du multilatéralisme traditionnel, l'impact de la fragmentation que l'on voit sous nos yeux, mais en même temps une certaine résistance du commerce mondial dans cette situation, et puis conclure la raison pour laquelle nous avons lancé le projet Phoenix. Pardon. Premier point, donc sur l'érosion du multilatéralisme, les tensions commerciales ne datent pas d'aujourd'hui. Nous savons, l'année dernière, nous avons eu un peu plus de 3000 violations des règles de l'OMC dans le monde. Il y en avait 600 il y a 6 ans, donc on voit que ça monte en flèche. Les sanctions, bien sûr,
sont des éléments de fragmentation. Et avec l'Union européenne, son 19e paquet, donc c'est pas très facile à suivre. Et les litiges sont donc en hausse depuis le Covid, sont liés à de la fiscalité discriminatoire, à toutes les restrictions donc à l'import, l'export, qui sont probablement 35% des 3000 que j'évoquais tout à l'heure, tout ce qui est lié au bail local et donc, les subventions, tout ce qui est lié aussi aux contraintes administratives et logistiques. Et puis, je dirais, c'est pas encore compté dans les statistiques, mais on voit bien que le CBAM, le problème de la déforestation et l'extraterritorialité de l'UE, ça va être un sujet de toute façon. Donc, le deuxième point, au-delà des tensions commerciales, c'est une chose que vous connaissez bien, hein, c'est le découplage stratégique entre les États-Unis et la Chine et la montée des accords commerciaux qui sont régionaux avec le bloc Chine avec les BRICS qui sont associés, les États-Unis avec depuis l'IRA, mais avec Trump derrière, avec l'Union européenne et son Global Gateway, puis un développement un peu partout des accords de libre-échange régionaux. Donc, il y a là un élément de fragmentation plus stratégique que les mesures proprement dites qui sont prises dans ces tensions commerciales spécifiques. Alors, dans ce contexte, l'OMC est face à un certain nombre de défis, à commencer par le gel de son organe d'appel. Mais l'OMC ne doit pas disparaître pour nous, parce que si l'OMC venait à disparaître, on a fait une étude avec Oxford sur ce sujet, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que du jour au lendemain, les pays en développement perdent 5% du PIB et puis 30 à 60% des flux commerciaux selon les pays. Donc, je crois qu'il y a quand même un consensus aujourd'hui, y compris avec les États-Unis, qu'il ne faut pas détruire l'OMC, il ne faut pas le faire grandir pour un certain nombre de pays, mais en tout cas, certainement pas. D'ailleurs, les États-Unis sont restés actuellement dans l'OMC et sont très conservateurs, mais pas négatifs sur le fond. Alors, ce qu'on peut attendre, c'est des réformes sur 3 fonctions, l'organe d'appel, mais on y reviendra tout à l'heure, sur des négociations, enfin, à part les négociations sur la pêche qui ont abouti après 20 ans, il n'y a pas eu d'accord récemment, enfin depuis assez longtemps, à l'OMC, ce qui est quand même un énorme sujet. Et il y a un sujet aussi majeur, c'est sur le suivi des entorses commerciales et ce qu'on en tire comme conclusion. Donc il y a un certain nombre de choses à faire, mais il est clair que l'OMC a 30 ans d'existence. Les accords de Marrakech, c'était le début 95. Et par exemple, les règles de subvention étaient aussi antérieures avec le GATT, elles ont 50 ans. Donc on voit bien qu'on est complètement décalé parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de la double transition climatique et numérique. Et on était quand même dans un domaine où le Nord global, comme on dit, faisait partager ses règles de manière beaucoup plus facile qu'aujourd'hui. Voilà, donc sachant sur l'OMC, c'est un peu comme ce qui a été dit en son temps à l'ONU, pour l'ONU, c'est que ça ne vous permet pas d'aller au paradis, mais ça vous empêche d'aller en enfer. C'est déjà quelque chose, il faut être optimiste. Voilà ce que je peux vous dire sur l'érosion continue du multilatéralisme. Alors, avec Trump, bien, on a atteint une autre étape, puisque on est dans l'art du deal, et que donc dans ce contexte, les droits de douane ne sont pas c'est pas un outil diplomatique approprié de toute façon, il s'est utilisé de manière complètement indue, avec le lien qui est fait entre la défense, si vous êtes dans la réciprocité, ce qui n'existe pas normalement, mais la défense, si vous intervenez dans une négociation avec les États-Unis, il faudra voir aussi comment vous pouvez éventuellement transformer le financement du déficit américain, que si vous avez des bons du Trésor, on vous demandera de les mettre en obligation de très longue durée. Enfin, c'est un package deal, quoi. Donc ça n'a plus rien à voir avec les règles antérieures. Et on n'a pas encore vu aujourd'hui, malgré ce qu'on pensait,
l'impact complet de l'inflation liée à ces tarifs, à l'évolution des tarifs, parce qu'on avait calculé que c'était 2 000 $ par foyer du Midwest, avec les exportations agroalimentaires vers la Chine, l'importation d'engrais du Canada, etc. Il y a un effet aujourd'hui de retard dans l'économie américaine. La tech marche très bien aux États-Unis, alors ça compense un peu ce qu'on peut percevoir comme tension par ailleurs. Donc, je pense que la suite de l'histoire est à écrire à ce sujet, mais ce qui est sûr, c'est que on a atteint maintenant une situation qui met en danger à la fois la prospérité de l'économie mondiale, même si, comme je dis, on ne voit pas actuellement définitivement des sources d'inquiétude majeures, mais on ne voit pas très bien comment on ne sera pas rattrapé par la patrouille un jour. Mais plus fondamentalement, indépendamment de la croissance, c'est que la fragmentation que l'on voit a conduit à une sous-optimisation des chaînes d'approvisionnement. Et donc, plus d'inflation, moins d'innovation, moins de productivité. Selon nos études, ça peut faire à terme des pertes de valeur du PIB mondial qui sont comprises entre 1 et 10%. Donc, c'est quand même préoccupant. Et si on a fait des calculs que si on passait à un tarif actuel de 2,4% aux États-Unis à 25% comme blanquette tarif, on pouvait perdre en PIB américain de 1 à 4%. Donc, tous ces chiffres sur la prospérité sont des chiffres théoriques d'économistes, mais enfin, ils veulent dire quelque chose à terme. Et puis, l'autre impact est sur la durabilité, parce que des barrières aux échanges technologiques, c'est des réductions plus lentes des émissions de CO2, c'est des impacts sur le climat, l'accès à l'eau, à la santé. Donc, je dirais que tout ceci est extrêmement, extrêmement défavorable. Voilà, bon, jusqu'ici, je pense que tout ça vous est familier. Alors, peut-être quelque chose qui est un peu rassurant et contre-intuitif, c'est que quand on regarde les chiffres du commerce mondial, on a la surprise de voir que la croissance mondiale a été réduite à 2,4% en 2025. Bon, mais que cette année, bon, il y a encore des divergences d'appréciation, mais on sera entre 0,5 et 2%. Je ne sais pas très bien où. On voit quand même qu'on a un effet sur la croissance mondiale, même si, en regardant en détail le détail des chiffres, dans la démondialisation, elle n'est pas complètement évidente selon certains indicateurs. On mesure la distance moyenne du commerce. Elle dépasse 5000 km en 2024. Il n'y a pas eu d'évolution très significative. Et la part des échanges intra-régionaux est tombée plus basse, à un niveau bas. Mais enfin, il y a quand même, en termes de volume, il n'y a pas forcément, bon, on s'y attendait, mais les surprises ne sont pas extrêmement, extrêmement négatives. Donc, ayant en tête que les États-Unis ne représentent que 13% des importations mondiales et que le reste du monde, avec 87% des flux, fonctionne encore dans le cadre de l'OMC, même avec toutes les bridges, les entorses que j'évoquais tout à l'heure. Et de manière, le chiffre exact d'ailleurs, c'est que si on regarde les transactions commerciales qui suivent la règle de la nation la plus favorisée, d'après Madame Guzzi, c'est en ce moment 72%. Donc, enfin, le reste du monde a envie de continuer à utiliser les règles de droit. Donc, je pense qu'aujourd'hui, pour nous, en tant qu'Organisation mondiale des entreprises, eh bien, il faut qu'on participe à la revitalisation du multilatéralisme. Donc, ceci a fait donc l'objet d'un travail depuis 5 ou 6 mois, qu'on appelle notre projet Phoenix, et dont on a rendu des premières conclusions à l'OMC, où on est en train de le faire, en même temps qu'on consulte une cinquantaine de pays, de gouvernements, et je vais vous dire ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur de ce document qu'on appelle un Compact for Trade, Growth and Jobs, il y a d'abord un premier préalable, un préalable sur un premier, mais enfin bon, un préalable qui est un call to action auprès de l'OMC pour lancer un programme de réforme et au-delà, d'être l'initiateur d'un programme qu'on a
n'a pas trop qualifié, on ne l'a pas appelé de rounds, mais un programme de réflexion qui concerne l'ensemble du système mondial, au-delà de la simple organisation de l'OMC. Alors, pour l'OMC proprement dit, il y a un point extrêmement important, c'est qu'on veut un engagement accru des entreprises. Les entreprises ne sont pas impliquées dans les mécanismes de l'OMC, ce qui, dans toutes les commissions de travail, n'est pas acceptable. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a, je dirais, on vit dans un monde digital qui était celui d'il y a 30 ans. Donc, on est complètement outdated. Hein. Et il faut qu'on traite des sujets pour la MC14, la ministérielle, qui doit théoriquement se tenir au Cameroun, sur les droits de douane, parce qu'il faut qu'on puisse prolonger le moratoire, alors que ce n'est pas du tout évident aujourd'hui. Donc, on demande à ce que l'OMC, l'institution, ait un programme de réforme dont on a donné les termes déjà depuis plusieurs années. Hein, donc, il n'y a rien de vraiment spécifique, sauf à rappeler qu'il faut le faire. Et au-delà du call to action de l'OMC, on a abordé 2 ou 3 grands sujets du multilatéralisme. On les a abordés en posant d'abord quelques principes sur lesquels il y a un consensus de notre advisory committee, qui comprend 10 membres de l'executive board, mais 10 personnalités externes. Et au niveau mondial, on va s'orienter très certainement vers une géométrie variable. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas one size fits all et un multilatéralisme qui respecte partout un ensemble de règles identiques de l'OMC. Je pense que ceci est terminé. C'est peut-être un idéal du passé ou peut-être du grand futur, mais aujourd'hui, la fragmentation, elle est là. Et les pays, les accords qui sont passés, les accords commerciaux, plurilatéraux, ils n'ont pas la même, ils ont des points communs, ils utilisent tous certaines règles de l'OMC comme base, mais avec un certain nombre de dispositions qui sont à caractère local. Alors, sur ces accords plurilatéraux régionaux, il y a le CPTPP, le Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, où maintenant l'Union européenne commence à avoir des accords avec le CPTPP. Il y a le Singapore Digital Trade Agreements. Il y a c'est un accord qui s'appelle le DEPA, qui est un partnership digital entre la Corée du Sud, Singapour, la Nouvelle-Zélande, le Chili. Bon, il y a un accord récent qui s'appelle FITP, qui est le Future Investment and Trade Partnership avec le Middle East, etc. Donc, ces accords plurilatéraux, ils existent. Donc, bien sûr, et puis il y a celui de l'Union européenne, bien sûr. Il y a donc une base qui existe. Il va falloir que dans le dispositif futur, eh bien, les sociétés elles auront un dispositif qui va avoir cette géométrie variable que j'évoquais tout à l'heure. Donc, de la même manière, il y a quand même certains accords spécifiques de l'OMC qui sont en cours d'élaboration sur le Procurement Agreement. Il y a le Trade Facilitation Agreement qui n'a pas été, le succès attendu, mais ça existe. Il y a un Information Technology Agreement qui est en préparation. Et donc, l'idée pour le futur, c'est de voir ce qu'on peut construire à partir de ce qui existe et qui se met en place naturellement. Et le processus futur doit être, deuxième caractéristique, il doit être inclusif pour intégrer les économies émergentes. Je peux vous le dire puisque je le vis avec le board d'ICC et 50% Global North et 50% Global South. D'ailleurs 50% d'hommes et de femmes, et de femmes. Donc on est vraiment très politiquement correct. Mais on voit bien que les règles futures doivent intégrer les économies émergentes, ce qu'on appelle les middle-sized economies des BRICS, etc.
Donc, pour nous, ce document que nous avons présenté, ce n'est pas un point d'arrivée, mais c'est un point de départ sur un processus de discussion. Alors, maintenant, à part les principes, sur le fond. Le premier chapitre, c'est la question de l'accès au marché. D'abord, comme j'évoquais sur le Trade Facilitation Agreement, il a été, donc c'était un des éléments du Doha Round qui a été quand même mené à bien, mais il n'a pas eu du tout l'impact qu'il était prévu qu'il ait. Mais aujourd'hui, quand on regarde, par exemple, sur un colis qui est livré en Afrique du Sud, il peut y avoir, dans certains cas, un enjeu sur les coûts de transport de 44% quand on arrive à la frontière. Par exemple, il y a l'Afrique du Sud, le coût de conformité à la frontière coûte $1 000. Il peut y avoir 80 heures de procédure pour une livraison. Et si on compare ça à la moyenne des pays de l'OCDE, c'est $150. Là, c'est 1000, et puis c'est 3,5 heures alors que c'est 80. Donc, on voit bien qu'il y a un potentiel de progrès. Et le Trade Facilitation Agreement qui concerne quelques pays actuellement, je dirais, doit être mis en œuvre. Et on sait ce qu'il faut faire. Et ICC est très actif dans ce domaine. Et je pense que si on mesure la performance des pays à l'aune du Trade Facilitation Agreement, bien, on aurait certainement des idées pour progresser. Alors ensuite, le deuxième élément très important, c'est la digitalisation du trade. Donc, c'est la digitalisation de ces 17 trillions de dollars que j'évoquais tout à l'heure. Donc, alors, on s'est lancé dans ce domaine avec 2 workstreams. Le premier, c'est le fait qu'il faut passer dans les lois l'AML litière, j'évoquais tout à l'heure. Mais le deuxième workstream, c'est de travailler sur un processus de standardisation qui, en fait, on ne part pas de rien. Il y a déjà un certain nombre d'éléments digitaux, mais si vous achetez, je vous vends. Entre nous, il y a 36 étapes qu'on a répertoriées, qui incluent les douanes, le trade finance, bien sûr les transporteurs, les ports, les assurances, etc. Et donc, notre but ici, c'est de pouvoir réaliser une interopérabilité des différents systèmes pour que, vu de l'acheteur ou du vendeur, on ne voit pas ces 36 étapes. Et pour ça, on a identifié, je crois, 189 données, que moi j'appelle dans mon jargon les digiterms, c'est-à-dire des données qui sont communes aux différents systèmes d'information de ces 36 étapes. Pour faire un moment, alors on a convoqué dans la même salle Microsoft, SAP et tout le monde là il y a 6 mois à Genève, et on l'a dit que on n'aura pas un système unique. Mais on crée une interopérabilité. Si on demande à chaque fournisseur de logiciels, pour le moment, de sortir avec une API les 189 data critiques. Et comme ça, quand on les utilise, on va les chercher dans le coffre à l'extérieur. Et quand on a terminé, on les remet. Je caricature, quoi. Mais après, bien sûr qu'il y a des morceaux qui utiliseront la cybersécurité ou autre. La blockchain. Mais aujourd'hui, le dispositif est un dispositif d'interopérabilité flexible qui est lancé. Donc, je vous le dis parce qu'on va essayer de mettre en place maintenant des corridors pilotes. Et en France, il faut qu'on en ait quelques-uns, avec le Maroc, avec Singapour, etc. Donc ça, c'est un élément très important parce que le jour où une supply chain est complètement digitalisée, on voit bien que l'accès au marché, et surtout pour les PME, eh bien, il s'en trouve très largement simplifié. Hein. Alors, c'est pas pour tout de suite, ça va prendre un peu de temps, mais en tout cas, c'est quelque chose de solide et de très concret. Excusez-moi, je sors d'un rhume, alors que tous trop. Alors, ça, c'est un deuxième point donc, sur l'accès au marché. Il y a par ailleurs un certain nombre d'outils dont nous disposons, comme les carnets d'admission temporaires qui sont maintenant digitalisés, mais aussi
on développe les certificats d'origine qui ne sont par ICC, certificats d'origine non préférentiels, digitalisés de plus en plus. Vous avez remarqué que la Chine n'exporte pas plus année après année vers les États-Unis parce que les produits passent par le Vietnam, la Malaisie, etc. et qu'on est dans un contexte assez frauduleux globalement. Et donc, avec un examen des douanes américaines qui devient très bureaucratique sur tout ce qui vient de ces pays. Mais en parallèle, et avec l'accord des douanes, nous, on développe des certificats d'origine tamponnés par les chambres de commerce avec des processus de sécurisation. Donc, voilà quelques exemples de solutions qu'on propose dans notre compact. Vous voyez que là, on est extrêmement technique, mais je pense que l'enjeu est potentiellement assez colossal. Alors ensuite, le dernier point, ou l'avant-dernier dans le compact, pardon, c'est ce qui ne se passe pas dans la frontière, mais je dirais au-delà des frontières. On a donc les questions de subventions. Bon, on a bien sûr, on est face au développement massif des politiques industrielles et il y a on est dans un monde où la sécurité économique devient un concept qui se développe. Je suis sûr que votre think tank qui réfléchit, c'est comment on la définit globalement et comment les entreprises peuvent mettre tout ça en œuvre. Mais dans la question des subventions, il y a un certain nombre de propositions parce que on a des subventions qui sont légitimes et des subventions qui créent des distorsions. Elles ne sont pas toutes mauvaises. Il faut donc voir comment on arrive à trier le bon gré. J'ai l'impression qu'il y a. Est-ce que c'est moi qui n'entend plus Philippe ou est-ce que Je c'est. pense que C'est Philippe qui doit avoir un souci. Oui, j'ai l'impression. Ah. J'ai l'impression qu'il y a un problème de connexion. Je vais l'appeler tout de suite. Ouais. Excusez-nous. Oui, donc il est bien conscient que ça sautait, là, il se déconnecte et il se reconnecte. Hein. Donc, je vous demande simplement une petite, une petite minute. Ça permet de faire la pause et de réfléchir à tout ce qui a été apporté, parce que c'est riche déjà en termes d'informations, très riche même en termes d'informations sur comment fonctionne actuellement le système multilatéral, qui effectivement n'est pas seulement les grands accords de l'OMC, mais qui est aussi toutes ces mesures pratiques qui comptent beaucoup pour les échanges. Voilà, Philippe, je vois que Philippe est revenu et bouge. Donc, Oui, excusez-moi. Pas de problème, pas de problème. Bon, c'est passé. Oui, et donc, j'évoquais donc les problèmes de distorsion, ce qu'on appelle au-delà des frontières. Donc, il y a les subventions. Il y a également la question de tout ce qui est cross-border data flows, parce que l'OMC n'a pas de règles. Et donc, aujourd'hui, il faut mettre en place un cadre pour les data, et surtout si on veut poursuivre le moratorium de l'OMC. Donc, ça traite aussi traiter de la question des données confidentielles. Il y a un certain nombre de points assez précis, assez techniques que nous évoquons. Et ensuite, la question des restrictions de contrôle, il y a les contrôles aux exports et les restrictions associées, notamment sur les matériaux critiques. Et donc, nous avons des réflexions sur la mise en place possible d'accords de licence à l'exportation, à l'instar de ce qui se fait pour les licences d'importation. Il y a bien sûr un besoin de transparence plus important. Il faut renforcer les obligations de notification. Et nous allons essayer de développer une base de données sur, par exemple, tous les matériaux critiques
avec les partenaires, avec l'AIEA et autres. Parce que dans tous ces domaines de négociation au-delà des frontières, si on n'a pas de base de données précise et bien documentée, derrière, les réflexions sont très difficiles et on entre tout de suite dans l'idéologie. Donc, on a un rôle de mise en place ici des données dans chacune des catégories du jeu, quoi. Subventions, contrôle export, matériaux critiques qui vont ensemble. Il y a de plus en plus les questions de commerce et de climat qui vont. Alors, je pense que le bon exemple, c'est le CBAM. On peut faire, comme on dit en anglais, quoi. Ça peut être blessing, ça peut être curse as well, parce que l'intention est bonne, mais la réalisation de l'Union européenne aujourd'hui va créer des problèmes, non seulement en Europe sur les produits aval, mais sur on peut être accusé de protectionnisme indirect et donc avoir des mesures de rétorsion. Il y a aussi la question d'un standard mondial sur tout ce qui est carbon accounting. Donc, je vais pouvoir faire toute la liste, mais on a fait sur ces sujets un certain nombre de propositions et on est en train de tester. Alors, pardon, dernier point, ICC peut apporter également un certain nombre d'outils, j'ai évoqué tout à l'heure, mais aussi des réflexions plus généralement sur l'environnement du commerce, sur le trade finance, parce qu'il y a un trou général sur le trade finance, et donc nous, on a un rôle à jouer, puisqu'on est assez très bien placé sur ces sujets. Une réforme de la mise en œuvre de Bâle 3, que j'évoquais tout à l'heure sur Belém, mais c'est aussi vrai sur le financement en général. Il y a aussi tout ce qui est lié au fardeau réglementaire, sur l'anti-money laundering, sur le KYC, etc. Enfin, donc, pas mal de choses à pouvoir simplifier. Et enfin, on propose nos services d'arbitrage et de règlement des différends, parce que quand les autorités sont bloquées, on peut apporter beaucoup de solutions en matière de médiation, par exemple, ou autres, qui sont beaucoup plus rapides que les dispositifs actuels. Donc, voilà ce que je peux vous dire sur ce processus. On essaie d'avoir actuellement un aller-retour avec une cinquantaine d'États pour voir leurs réactions. Et on va les catégoriser en 3 morceaux. Ceux qui disent, nous, on est prêt à entamer des discussions sur cette base. Ceux qui vont dire, on est prêt à entamer des discussions, mais il faut changer un certain nombre de dispositions dans ce document de base. Et puis, il y a ceux qui vont nous dire, non, on n'est pas d'accord, nous, on ne veut pas commencer à ouvrir tous ces dossiers, pour qu'on puisse remettre probablement en février à Madame Gozzi, non seulement notre document qui sera éventuellement retouché, mais aussi la liste des pays qui pourraient faire partie d'une coalition of the willing pour entamer des négociations. Voilà. Bon, alors ça, c'est peut-être un scénario idéal, pour rien vous cacher, parce que ça suppose qu'il n'y ait pas d'obstacle sur la route. On a aussi une situation peut-être favorable, c'est que la France est présidente du G7. Et donc, ça permet peut-être que ce point soit aussi à l'agenda. On verra où on en est en juin pour la conférence d'Évian. Parce que les enjeux sont très importants. Donc, ça peut être aussi dans les thèmes retenus par la France de travail. Voilà ce que je peux vous dire et je suis à votre disposition pour bien sûr prendre tous vos commentaires qui sont bienvenus. Et puis, si même vous avez quelques questions, modestement essayer d'y répondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup Philippe pour cette présentation très complète, très riche et qui montre d'ailleurs de mon point de vue que s'il en était besoin, qu'en fait les règles multilatérales souvent décriées, elles existent quand même, elles couvrent encore une grande partie du commerce international, fort heureusement. Alors, il y a effectivement des remises en cause assez fortes actuellement et on peut se poser des questions sur l'avenir, mais on voit quand même qu'il y a une base qui existe et qu'il faut essayer, je pense effectivement, de développer malgré la situation actuelle. Donc, j'invite les participants qui souhaitent poser des questions à lever la main pour que je puisse leur passer la parole en leur demandant à chacun de poser des questions extrêmement directes et rapides et brèves pour qu'on puisse, alors je vois pour l'instant, je n'ai pas une vision de l'ensemble. Si Stéphane, vous posez une question, Stéphane? Ah non, je vois qu'il y a Toussaint qui va poser une question.
Alors, Oui, tout je ne sais ça. pas si vous m'entendez. Oui, Si, très bien. très Ouais. bien, très bien, très bien. Allez-y, allez-y. Ok, Posez une question rapidement. super. Merci pour vraiment cet exposé assez riche, M. Philippe Varin. Alors, ma question est liée à l'accès au marché dont il a fait cas. Permettez-moi que je me présente. Je ne sais pas si c'est nécessaire dans les détails ou je peux continuer. Non, non, vous pouvez Je suis continuer. d'accord, super. Alors, je m'attendais à ce qu'il évoque en fait la question de la concurrence déloyale qui, à mon sens, quand même, a été l'élément déclencheur donc, de ce que nous connaissons ou nous vivons d'assez malheureux aujourd'hui entre notamment la Chine et les États-Unis. Alors, on sait que les États-Unis ont accusé à plusieurs reprises la Chine de manipulation de yuan, ensuite de concurrence déloyale, notamment sur les puces, etc. Donc, dans le cadre donc, de l'initiative de l'ICC, est-ce que c'est un point qui a été pris en compte et dans leur stratégie et comment s'y prendre quand on sait que c'est les États qui sont les acteurs clés au niveau de l'OMC et non pas, donc, pour le moment, les entreprises. Alors que tant que ce problème n'est pas réglé, tant qu'il n'y a pas une convergence dans le leadership sur ces questions, moi, je vois mal comment les autres aspects pourraient prospérer si les règles du jeu qui sont en fait encadrées au niveau concurrentiel ne sont pas bien entendues et comprises de la même manière. Donc, D'accord. merci. Très bien, merci pour cette question. Ouais. Philippe? Oui. Bon. D'abord, comme vous le voyez, les entreprises, historiquement, ne sont pas dans la boucle, mais avec cette première étape de remise d'un compact sur la table de l'OMC, on veut faire en sorte qu'effectivement, et d'ailleurs dans le call to action qui va avec, que les entreprises soient effectivement représentées. Il nous faut un statut au moins d'observeur pour la ICC et de manière plus générale dans les commissions de l'OMC. Plus vous mettrez des entreprises comme observeurs ou autres, mais dans les discussions, plus on pourra traiter les signaux faibles et qui seront mis sur la table. Parce que s'il n'y a pas cette interaction, derrière, la mécanique bureaucratique actuelle et politico-bureaucratique fait que les sujets qui gênent beaucoup ne sont pas traités. Hein. Voilà, donc ça, c'est quand même un point voilà, sur lequel on peut compter dans l'avenir si toutefois on est entendu, bien évidemment. Ensuite, il y a la question que vous posez, qui est la question de la concurrence déloyale, et en particulier de la manière dont la Chine a utilisé son statut de pays en développement. Bon, c'est un des points qu'on met dans le call to action, c'est que, bien sûr, le dispositif qui a consisté à séparer les pays développés des pays en développement il y a 30 ans est un processus qu'il faut revoir. Hein. Il faut effectivement qu'il y ait un certain nombre de critères qui vont être bien sûr débattus, mais qui sont évolutifs. Et l'OMC, l'organisation de l'OMC ne peut pas rester avec un principe de Special and Differentiated Treatment d'il y a 30 ans. Hein. Voilà, donc ça c'est clair. On n'ira pas beaucoup plus loin parce qu'on pense que ce sujet-là, il doit être traité au niveau des États, mais pour nous, c'est une condition de la réforme de l'OMC indiscutable. Ensuite, sur ce qui concerne et d'ailleurs, je vais vous dire, moi, mon point de vue, c'est que la Chine, aujourd'hui, vous l'avez vu, elle a reconnu qu'elle gardait son statut de pays en développement pour le moment, mais qu'elle renonçait à tous les bénéfices qui sont liés à ce statut. Parce qu'en réalité, la Chine a une pression très forte des middle-sized economies, notamment les BRICS, qui lui disent c'est bien gentil de vouloir être la tête de cordée avec les BRICS, mais d'un autre côté, la Chine profite indûment de ce dispositif. Donc, ce point fait partie, en tout cas, doit être mis sur la table. Ensuite, les distorsions que j'évoquais tout à l'heure, bien sûr qu'elles concernent les subventions des États, mais il y a un travail un peu de fond à faire sur ce qui est acceptable comme subvention, notamment sur les nouvelles technologies ou très en amont dans les technologies, et ce qui est et la publicité qui en est donnée, enfin bon, et les subventions qui sont là vraiment des distorsions. Et alors, je ne parle pas bien sûr des
opération de weaponization, comme on dit, des matières premières. Hein. Donc ça, c'est des sujets qu'on va mettre sur la table pour voir comment ils peuvent être traités. Il y a des sujets que nous avons décidé de ne pas examiner, notamment pour le moment, en tout cas, celui des dévaluations compétitives, notamment l'action de la parité du yuan, parce que ce sujet-là, ne pensons pas qu'ICC a les compétences pour pouvoir le traiter, alors que bien sûr c'est un sujet, mais on a préféré, mais on est très clair sur le fait que ce n'est pas un sujet que nous avons mis dans notre scope. Voilà ce que je peux dire, c'est, comme on dit en français, hein, tout ça, c'est work in progress. Oui, effectivement, le vaste programme, pourrait-on dire. Je vois qu'il y a M. De Galex, je crois, qui a levé la main. Oui, merci. Alors, j'avais levé la main pour poser une question, mais M. Varin a pour partie répondu à la question que je ne lui ai pas posée, mais que mon prédécesseur a posée. J'avais deux sujets, en fait. Le premier, c'est l'attitude de la Chine. L'attitude de la Chine vis-à-vis des limitations au commerce est différente de celle de Trump. Hein, et M. Varin a bien expliqué que les États-Unis ne représentaient que 13% du commerce mondial, que 72% étaient encore soumis à la règle de la nation de la plus favorisée. Donc, ce qui veut dire que très largement, la Chine continue à vouloir jouer de manière plus ou moins franche le jeu du multilatéralisme. Donc, moi, ma question, c'est cette ambiguïté de la Chine. D'un côté, cet attachement affiché au multilatéralisme, le respect d'un certain nombre de règles, mais à côté, une politique qui est d'ailleurs ancienne, qui relève de la même philosophie que celle de Donald Trump, qui est de transformer des importations en production nationale. Alors, la Chine ne le fait pas à la manière Trump, c'est-à-dire pas forcément par des droits de douane élevés, mais par une série de règles, de réglementations. Je pense par exemple à la règle qui est entrée en application le 1er janvier sur l'avantage prix accordé aux productions locales pour les commandes publiques par rapport aux importations. On voit bien que c'est quand même une sorte de droit de douane à peine déguisé. Donc, comment, pour venir à ma question, comment vous jugez la Chine et vous semble-t-il possible de faire que la Chine manifeste plus clairement son attachement au multilatéralisme par la pratique. Et deuxième sujet, mais très, très bref, c'est sur les produits agricoles. Hein, vous avez évoqué, M. Varin, tout un ensemble de sujets. On sait bien que les produits agricoles sont parmi ceux qui sont le plus pénalisés par les droits de douane et par des normes, alors que ces produits agricoles sont nécessaires au développement du Sud. Comment vous traitez ce problème très difficile et quelle appréciation vous pouvez porter sur l'évolution de la manière dont ces produits agricoles sont traités en termes de commerce international? Bon, voilà deux questions simples. Alors, d'abord sur la Chine. J'ai eu l'occasion de discuter du compact avec
les autorités chinoises, du MOFCOM. Alors, la position de la Chine, je ne vais pas être surprise qu'elle fera partie de la coalition of the willing, hein, parce qu'ils réaffirment de manière extrêmement volontariste leur soutien complet à la liberté de commerce. Hein, d'accord? Donc là-dessus, en façade, l'affaire est très claire. Bon. Deux, dans la pratique, on sait très bien qu'ils ont une politique agressive de financement par des subventions de leur développement industriel. Et c'est assez difficile à traiter, puisque moi, je connais un peu le sujet de la Chine. J'ai été en opération sur ces sujets dans l'automobile. Je vois Henri-Jacques Citroën est là, mais, pendant quelques temps. Et sur ces sujets, aller retrouver des subventions dans des state-owned enterprises, c'est quasiment impossible. Enfin, je veux dire que c'est tout le système là, qui est opaque. Hein. Alors, je pense qu'il faut que nous ayons sur les subventions un vrai échange, une vraie discussion sur ce qui est autorisable, le reporting et tout ça. Enfin, et donc ça fait partie d'un. On va voir ce que donne. S'il y a un groupe de travail sur ce sujet, on va voir ce que ça donne. Hein. Mais je vous donne juste un exemple qui montre que ça ne va pas forcément être bien sûr très simple, c'est la question des terres rares. Bon. Quand je discute avec les acteurs chinois, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils disent, écoutez, sur les terres rares, soyons clairs, vous, les Européens, les Américains, vous êtes débarrassés des terres rares il y a 40 ans. Vous avez fermé vos usines, c'est le cas en France à La Rochelle à l'époque, c'est le cas à Molycorp aux États-Unis, c'est en Chapter 11 d'ailleurs, et vous avez été extrêmement heureux que l'on pollue nos rivières, nos lacs, etc., avec le développement des terres rares. Ça nous a coûté très cher, ça continue à nous coûter très cher parce qu'on doit remédier à tous les problèmes d'environnement sur les terres rares. Et bien sûr, aujourd'hui, bien écoutez, on est là où on est, on a développé, on a fait tout ce travail. Maintenant, quand M. Trump prend des positions radicales à notre égard sur les composants, les puces, nous, qu'est-ce qu'on a comme outil de rétorsion? On a les terres rares, donc on les met sous licence, et c'est un outil de défense. Je vous cite la position chinoise, dont on peut comprendre que, je ne dis pas que j'y souscris, je dis que dans la logique chinoise, il y a une certaine cohérence dans leurs propos. Mais ceci pour dire que les discussions doivent avoir lieu, et si on n'en parle pas, et si on en parle uniquement au niveau politique, je pense qu'on va avoir vraiment beaucoup de mal. C'est pour ça qu'il faut que les entreprises interviennent. Et enfin, pour terminer sur ce chapitre, les entreprises aujourd'hui, elles auront un rôle essentiel à jouer sur la question des standards mondiaux. Qu'est-ce qui facilite l'accès aux frontières? Je pense que la digitalisation du trade, ça va aider, mais il y a également les standards. Si on prend par exemple la question des matériaux critiques, on a 5-6 standards. Donc, lorsqu'on exporte, la situation est assez compliquée. Et je fais le lien sur votre deuxième sujet, qui est celui des produits agricoles. On le voit bien d'ailleurs dans le cas du Mercosur en ce moment. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'a pas les mêmes standards de produits, c'est difficilement défendable de faire un accord commercial si on source des produits où il n'y a pas les mêmes standards. Alors c'est vrai pour l'agriculture, mais c'est vrai sur les matériaux critiques, c'est vrai dans un certain nombre de domaines. Je pense que les entreprises et leurs organisations internationales ont une responsabilité très importante, parce que c'est toujours un élément contentieux, mais d'être en mesure
de présenter aux autorités politiques, y compris à l'OMC, des standards qui sont sur des feuilles de route de convergence. Et c'est là que si les entreprises ne sont pas représentées à l'OMC, ou elles en sont très loin, eh bien, il ne se passe rien. Donc voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire là, dans notre processus. Je pense que la convergence de standards est un élément, vous avez entre les données, la transparence sur les data, entre une convergence des standards, etc. Enfin, il y a quelques éléments clés liés aux entreprises qui vont faire partie de pistes de solutions si on y arrive. Ça ne va pas être fait instantanément. Voilà ce que je peux vous dire, si ça vous convient. Je ne sais pas si ça vous convient d'ailleurs, mais enfin, je ne peux pas vous dire. Très bien, merci. Merci beaucoup, Philippe. Je vois que Sarah Temple-Boyer a levé la main. Sarah, si tu veux poser une question. Oui, bon, comme d'habitude, je suis désolée, j'ai 3 questions aussi. C'est toujours par 3 questions, effectivement. C'est par paquet de 3. Toujours, je ne sais pas. La première question, moi, je pense qu'elle est très, très... merci beaucoup, Monsieur Varin, pour tous ces éléments d'information. La première question a trait à la digitalisation de la supply chain que vous évoquez. Bon, moi, je pense que c'est une excellente idée pour démocratiser l'accès au marché, effectivement, des PME. Pour l'instant, je n'ai aucune idée de la manière dont j'imagine que c'est un work in progress énorme. Simplement, compte tenu de toutes les étapes dans la sélection des fournisseurs de logiciels versus, enfin, toute cette étude-là, l'adoption, là aussi, j'imagine, de standards sur la base de tous les critères, de manière optimisée, vous envisagez à horizon combien, en fait, cette option, cet outil qui serait assez merveilleux pour les PME? C'est ma première question assez factuelle, même si je pense qu'il est difficile d'y répondre. Ma deuxième question, c'était sur ce que vous veniez d'évoquer sur la convergence des standardisations par les entreprises. Je conçois ce que vous dites, c'est-à-dire qu'elles doivent être force de proposition. Néanmoins, j'imagine que l'ICC également, parce qu'il y a quand même un succès avéré de l'ICC dans ses efforts passés qui sont maintenant des standards mondiaux, je pense, employés partout, ce sont les Incoterms. Donc j'imagine que l'ICC va jouer un rôle fort également dans l'inspiration des standardisations et des critères de standardisation que vous envisagiez, parce que je vois mal comment, même représenté à l'OMC, les entreprises peuvent avoir le recul que vous avez, on va dire, sur le plus petit commun dénominateur qui serait de nature à orienter ces standardisations-là. En plus, vous êtes un acteur neutre, donc je pense que c'est aussi une voie assez à privilégier. Donc voilà, c'est un peu votre vision de votre rôle, en fait, de force de proposition dans les éléments de standardisation. Ma troisième question en tant qu'avocat qui m'intéresse, c'est sur le volet médiation. Vous disiez que vous aviez beaucoup de litiges de l'ordre, à tout le moins sur la place de Paris, avec des enjeux financiers de 2 milliards, sans évidemment rien divulguer de confidentiel, mais est-ce que ce sont des choses qu'on ne connaît pas bien, mais est-ce que la Chine, par exemple, joue le jeu, les entreprises chinoises font des clauses ou compromissoires, ou en tout cas des clauses de médiation? Est-ce qu'elles jouent le jeu de désigner l'ICC dans ces différentes représentations mondiales? Ça, c'est quand même quelque chose qui m'intéresse aussi. Voilà, je suis désolée, c'est beaucoup de sujets abordés. Oui, merci beaucoup pour ces questions. Bon, sur la question, effectivement, de la digitalisation de la supply chain, je ne vais pas pouvoir vous répondre parce que j'ai demandé si vous voulez, j'ai demandé à ce qu'on passe vraiment à l'échelle de manière volontariste sur le projet d'ISA, Digital Standard Initiative, et qu'on puisse montrer quel était l'impact à 5 ans que nous pourrions avoir. Bon, ce qui suppose aussi des questions de financement, hein, puisque dès qu'on rentre dans la phase pilote, corridor, il faut financer, etc. Et donc là, ici, il n'y a pas forcément tous les moyens, mais on est en train de convaincre les banques multilatérales, la Banque mondiale, etc. Donc plus ce sera un sujet clé pour l'avenir du commerce international et reconnu comme tel,
plus on pourra déclencher ces financements. Donc, on en est dans cette phase actuellement, hein. Moi, à titre personnel, je pense que si à 5 ans, on n'a pas... alors, est-ce que c'est sur l'établissement de standards acceptés par tout le monde? Est-ce que c'est sur du volume de biens? Difficile à dire. Mais il faut qu'on ait... Il ne s'agit pas de 2 ou 3%, hein. C'est-à-dire qu'il faut au moins que sur les standards, on ait converti, je veux dire, en MLITR, passé dans la loi. Je pense qu'il faut qu'on ait, à 5 ans, il faut qu'on ait, je ne sais pas, 90% des pays, hein, d'accord? Ensuite, sur l'acceptation et le déploiement des standards, plus difficile à mesurer, moi j'ai demandé à ce qu'on on vise 50%, on n'aura pas 50%, mais on me dit qu'on peut avoir 50%, en tout cas, de standards reconnus par les entreprises, pas forcément, entre guillemets, implémentés, parce que ça va demander trop de temps. Bon, ça n'aura pas forcément un impact direct sur les coûts. C'est ce type d'objectif qu'on se fixe en interne. Il y a aujourd'hui rien d'officiel, parce que là, on est vraiment pratiquement du temps réel, hein, sur ce sujet. En ce qui concerne le rôle d'ICC pour les standards, alors vous avez raison, on peut jouer un rôle, et on doit le jouer. Mais pour cela, il faut que c'est en cours, hein, c'est qu'on se rapproche maintenant systématiquement, je dirais avec un programme opérationnel des grandes organisations du business qui, je dirais, sont susceptibles d'édicter ces standards, hein. Donc, c'est l'ICMM pour tout ce qui est la partie minière, l'aluminium, l'acier, le ciment, qui sont les 3 grands domaines. Il y a la chimie plus compliquée. Nous n'avons pas, jusqu'à présent, je dirais, attrapé le sujet agriculture, hein, parce qu'on était moins développé dans ce domaine. Mais on va avoir, ça a commencé, un programme de travail commun avec ces organisations. Donc après, comment on va jouer? On a quand même ICC dans les domaines d'expertise agricole, industrielle, etc. Il faut laisser les organisations du business venir. C'est elles qui sont crédibles, hein. Nous, on est beaucoup plus au niveau de la méthode, et le fait de s'assurer que ces processus existent. Et bien sûr, de les porter au niveau de l'OMC, comme vous l'avez évoqué. Ça, c'était vraiment très important pour nous. Je termine sur le volet médiation. D'abord, je voudrais corriger le fait sur l'impact pour Paris. Les 2 à 3 milliards que j'ai évoqués, il s'agissait du coût, enfin des enjeux économiques pour la place de Paris. D'accord. Donc, c'est ce qui revient clairement il fait vivre les avocats et autres acteurs de ces processus. Ensuite, pour être tout à fait honnête, sur l'arbitrage, nous sommes très forts. Notre activité de médiation d'ICC, il va falloir qu'on la pousse, parce qu'aujourd'hui, c'est difficile d'avoir la médiation qui prospère dans les mêmes lieux que l'arbitrage, si vous voulez, hein, parce que l'arbitrage a des enjeux beaucoup plus importants et donc on donne forcément la priorité. Ceci dit, on voit que dans certains domaines, comme l'environnement par exemple, tous les enjeux, les litiges liés à des problèmes climatiques, ceci est en train de monter et on est en train par exemple de développer des compétences spécifiques. Donc on s'équipe sur les nouvelles compétences pour pouvoir faire face aux nouveaux problèmes de litige. Maintenant, la Chine, ils ont... alors nous, on est à Shanghai, hein, on est très reconnu par la Chine sur le plan de la compétence, la qualité de ce qu'on produit, et ils utilisent nos clauses et la cour d'arbitrage pour les grands contrats internationaux, hein. Mais par contre, ils ont un développement massif des plus petits claims. Ils voudraient qu'on leur donne tout notre tuyau, parce que là, en ce moment, ils sont dans une phase de croissance très très forte de l'activité. Et d'ailleurs, un vrai sujet, hein, qui est l'utilisation de l'intelligence artificielle sur ces activités. Pour l'instant,
je dis pour l'instant, hein, sur les cours d'arbitrage, ICC est très clair sur le fait qu'on utilise l'IA dans le processus, mais qu'in fine, ce sont les arbitres qui interviennent, les personnes. Sur les PICLEM en Chine, c'est plus le cas maintenant. Hein. Et donc, voilà, c'est comme quand on va voir son médecin, bientôt on va préférer avoir une IA qu'un médecin pour faire le diagnostic. Hein. Bon, on n'y est pas encore en Europe, mais les Chinois sur les PICLEM, à mon avis, sont à l'action dans ces domaines. Mais sur les grands contrats, on est actif en Chine et on nous utilise. D'accord, merci beaucoup. Simplement juste pour rebondir, moi je vois de plus en plus dans les contrats les clauses justement de MED-ARB ou ARB-MED. Ça contribue pas à vous... enfin, moi, ce que je vois et ce qu'on négocie assez souvent finalement, c'est maintenant ce sorte de combinaison de parties qui veulent finalement entrer en discussion sans forcément que ça entraîne des coûts d'arbitrage tout de suite élevés. Et effectivement, bon, il y a des centres que vous connaissez certainement en France, mais qui commencent à prospérer sur cette espèce de fonctionnement un peu hybride en deux temps, avec surtout MED-ARB. Ça vous permet pas, vous qui êtes effectivement incontournable en termes d'arbitrage, de développer une pratique de médiation finalement corollaire. C'est pas votre... C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que je ne veux pas forcément répondre très précisément à votre question. Hein. Je vois bien qu'il y a des difficultés. Ouais. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas de main levée pour l'instant. Ah, si. Pardon. Je vois qu'il y a même plusieurs d'ailleurs. Je vois qu'il y a M. Mariassia qui souhaite poser une question. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, Monsieur Varin. J'avais eu le plaisir de vous rencontrer. On avait parlé de l'Afrique et des mines en Afrique. Et ravi de vous retrouver là. D'ailleurs, j'ai une question sur ce secteur, entre autres. On a des normes ESG à respecter si en Europe, si on veut acheter des minerais critiques aux Africains. Par contre, les minerais critiques aux Africains aujourd'hui, elles sont produites par des gros qui sont déjà engagés. Donc, et le potentiel, c'est les petites mines, les petites mines moyennes. Or, celles-là, elles ne sont pas aux normes. Alors, comment on fait pour les aider voyez, et à être aux normes pour nous, être en capacité de leur acheter ces minerais critiques? Voilà, donc là, vous voyez, c'est comment aider en fait le secteur là-bas. Et j'ai un autre exemple, par exemple, dans l'agro. Si on veut vendre nos produits agroalimentaires aux Africains, eh bien, comment on fait pour les aider à structurer des réseaux de distribution qui tiennent la route et de manière à ce qu'ils soient en capacité, qu'on soit en capacité d'atteindre le consommateur. Vous voyez, donc là, comment on fait pour aider les secteurs, en fait, notamment dans ces pays-là, sur ce continent, à se mettre à niveau pour que les entreprises européennes puissent derrière agir. Ce n'est pas les entreprises européennes qui vont financer vous voyez, ce travail-là, de mon point de vue. Voilà, je veux bien votre avis là-dessus. Merci. Écoutez, on est dans cette situation assez étonnante. Moi, j'ai commis un rapport il y a 3 ans à peu près sur les matériaux critiques. Et je voyais l'Europe important durablement critique 70% de ses besoins. Je voyais une obligation que les grands acteurs, notamment les constructeurs automobiles, s'intéressent à la sécurisation de leur approvisionnement, et que 2, ils passent des contrats d'off-take sur des grandes durées, typiquement 10 ans, et que à cet égard, on s'organise en France pour avoir un fonds d'investissement pour aider la transformation de certaines mines, etc., en lien avec les contrats d'off-take, par exemple. Bon, quelle est la réalité aujourd'hui? La réalité aujourd'hui,
C'est d'abord que l'instabilité politique en Afrique ne se dément pas et que la France, d'ailleurs, n'est pas toujours persona grata, comme vous le savez. Une situation où le marché de l'automobile est tel que les financements, les contrats long terme, etc., tout ça, pour l'instant, les constructeurs automobiles sont très réservés. Et c'est quand même pas, franchement, ce qui était attendu. Mais on voit bien que, en prenant le cas de la RDC, par exemple, où la moitié de la production de cobalt, la RDC, c'est 64% du cobalt du monde, hein, la moitié de la production de cobalt est dans des artisans. Bon. Et je prends la marque BMW au hasard. Mais pour BMW, avoir un enfant dans une mine repéré par une ONG pour du cobalt qui va dans une batterie BMW, c'est un impact assez crucial sur la marque. Et donc, on n'y touche pas, on n'y va pas. Qu'est-ce qui se passe en pratique aujourd'hui en Afrique? Eh bien, là où la Chine était présente et depuis un certain temps en avance de phase par rapport à l'Europe, eh bien la Chine, elle est encore là, mais comme il y a un peu une overdose dans certains endroits de Chine, ce sont les traders qui aujourd'hui raflent la mise. Et les traders, vous savez, un trader, la question de la traçabilité, il vous trouvera tout ce qu'il faut pour que vous ayez votre bonne traçabilité. Hein. Donc, on laisse Trafigura, Glencore et autres. Avant, bien sûr, il y avait les Russes. Les Russes ont toujours été spécialisés sur le diamant et l'or, hein, plutôt que sur les autres matériaux. Mais les autres, donc on a effectivement, je pense, un gros sujet. On passe à côté d'une grande opportunité en Europe. Et pour les Africains, c'est pas très bon en termes de développement, tout ça. Hein. La seule solution, à mon avis, c'est que l'Europe choisisse, pas 50, il y a 54 pays en Afrique, donc il faudra choisir 5 ou 6, ceux qui ont vraiment des gros enjeux, passent des accords stratégiques, Europe avec le pays, et contrairement à ce qu'on pense immédiatement, où on dit qu'il faut absolument mettre de la valeur ajoutée sur les produits, etc., c'est parfois une erreur de raisonnement, parce que mettre de la valeur ajoutée sur un métal qu'il faut raffiner, le raffinage va utiliser beaucoup d'électricité, l'électricité n'est pas disponible, et donc ça va poser un problème avec les populations. Et donc il faut être un peu créatif et voir ce qu'on peut apporter pour qu'il y ait un développement équilibré. Mais le problème que nous avons en Europe, j'aurais dû en parler à Pascal Lamy, mais c'est que la commissaire au développement, et d'ailleurs les autorités européennes, les commissaires, à part Thierry Breton qui a plusieurs points en Afrique, ils vont très peu. L'Afrique ne l'intéresse pas. Et donc, on n'a pas de drive. Alors, maintenant, il y a un commissaire qui est chargé des grands partenariats. Je pense que cette démarche de choix et cette démarche de négociation, elle est absolument indispensable. Mais c'est vrai aussi bien sur les produits agricoles que sur les produits miniers. Hein. Ça doit être la même démarche. Il faut trouver et négocier des packages qui sont gagnants-gagnants, mais ce n'est pas forcément en mettant de la valeur ajoutée, ça peut être beaucoup plus sur là aussi la formation, ça peut être sur un certain nombre d'autres sujets, y compris sur l'aide à la digitalisation. Enfin, il y a voilà mon point de vue sur le sujet. S'il n'y a pas ces choix, ça n'avancera pas. Merci beaucoup Philippe. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois qu'il y a une main levée de Toussaint, mais je crois que c'est la question qu'elle a posée tout à l'heure, j'imagine. François, oui, François Georges, qui connaît bien. Bon, c'était une question. Qui connaît bien. François, oui. François, vas-y. Bonjour Philippe. J'aurais trois petites questions. François pour les intimes. J'aurais trois petites questions qui sont liées à l'actualité. La première, c'est sur la problématique commerce carbone. Le 1er janvier s'est mis en œuvre le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Quel est votre sentiment sur ce mécanisme? Est-ce ça va être quelque chose qui va être favorable aux entreprises européennes? Et est-ce que l'OMC ne pourrait pas considérer que ça a une forme de distorsion de concurrence? La deuxième question, c'est
d'une actualité très chaude, c'est la signature du Mercosur très prochainement, là, cette semaine, je crois, la semaine prochaine. Est-ce que vous considérez que cet accord est bon pour l'Europe et est-ce qu'il peut contribuer à renforcer le multilatéralisme commercial? Et la dernière, c'est, j'ai lu les conclusions d'une étude du Boston Consulting Group là, qui vient de sortir. Ça rejoint ce que vous avez dit, mais je voudrais quand même que vous me disiez ce que vous en pensez, à savoir sur le fait qu'il voit l'évolution vers un monde structuré en 4 pôles. Hein, vous l'avez évoqué, USA, Chine, ce qu'ils appellent eux les plurilatéralistes, avec l'Europe et puis certains pays genre Corée, Canada, et les BRICS sans Chine. Et eux, ils voient évoluer vers ce modèle-là dans les 10 ans à venir, et donc pas vers un retour du multilatéralisme. Et ils pensent que le commerce mondial, sur cette base-là, pourrait continuer à progresser sensiblement. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette position du Boston Consulting Group? Oui, je vais commencer par le troisième point, puis je prendrai les deux autres. La réponse simple est oui. Hein. C'est ce que j'appelle la géométrie variable. Alors, géométrie variable, effectivement, on va avoir des accords de nature différente entre des groupes de pays. Et on aura aussi probablement à l'intérieur d'accords multilatéraux peut-être un choix entre pays. Je sais pas. Enfin, bref, donc il y a aujourd'hui une activité très forte hein, sur ces accords plurilatéraux et je pense que, si moi je prends celui de l'ASEAN par exemple, hein, c'est quand même très impressionnant ce qu'ils font. Hein. C'est-à-dire en partageant par exemple des bases de données sur tout ce qui est régulation aux frontières pour avoir une single window avec tous ces éléments disponibles pour les PME d'ASEAN, etc. Je pense que le travail va se faire beaucoup au niveau de ces accords. Et donc, c'est favorable à la croissance, hein, parce que de toute façon, il y a beaucoup de pays en développement, surtout dans bien sûr la partie BRICS, mais pas uniquement. Hein, EU et toujours la Chine, de toute façon. Donc oui, non, mais je suis d'accord avec l'approche. Hein, ça colle tout à fait avec ce qui est dans notre compact. Ensuite, sur la question du carbone aux frontières, bon, je l'ai dit tout à l'heure, l'idée générale, on va dire qu'on ne peut pas être contre. On ne peut pas faire en sorte que nos industriels en Europe, qui doivent payer une taxe CO2 quelque part, voient des importations rentrer librement. Mais ça pose plusieurs problèmes qui n'ont pas été traités. Alors, le premier, c'est tous les pays, tous les produits en aval, les produits de transformation. Je sais que l'aluminium, par exemple, il y a un gros sujet sur l'impact qu'a le CBAM, le MACF, sur la transformation de l'aluminium en Europe. Ce sujet n'est pas traité, ou mal traité. Donc, ça veut dire que ça pose des problèmes. Cet argent qui va être récupéré par le MACF, il est utilisé à quoi? Il n'y a pas une vision claire sur le sujet. Et quelque part, pour les pays européens qui voudraient quand même exporter, même s'il y a plus d'importations, par exemple dans le cas de l'acier ou autre, bon, ils vont quand même avoir produit en Europe avec un coût supérieur à cause du CO2. Ils exportent dans des pays où il n'y a pas cette taxe CO2. Il y a donc un problème. Et s'il ne faudrait pas réutiliser une partie de l'argent qui rentre pour leur donner à ce qui doit sortir. Ouais. Donc, pour moi, il y a des problèmes de principe qui ne sont pas complètement clarifiés et qui vont créer des problèmes. Et puis, au-delà de ça, il y a la bureaucratie qui est un problème en soi, parce que c'est ça qui crée l'accusation des pays comme l'Inde, par exemple, qui disent, ou la Chine, qui crée une redoutable bureaucratie qui devient du protectionnisme. Et ça, je pense que l'Europe doit pouvoir faire mieux. Moi, vous savez, mon point de vue personnel, c'est que la technologie va aider à régler le problème à un moment ou à un autre, puisqu'un satellite, un jour pas très, très lointain, aujourd'hui, il mesure les émissions de méthane pour les pétroliers, et demain, il mesurera les émissions de CO2
sur les hauts fourneaux. Et s'il y a 300 hauts fourneaux dans le monde, ou 250, je ne sais plus très bien, eh bien, si l'Union européenne a la valeur du CO2 émis par chaque haut fourneau, parce que le satellite il tourne autour de la Terre, il mesure, il n'y aura plus besoin de faire des déclarations. L'Union européenne aura toutes les datas disponibles pour vous taxer selon les meilleurs chiffres disponibles. Et à ce moment-là, on peut trouver des solutions techniques. Mais il y a des questions de principe qui ne sont pas réglées aujourd'hui. Celles que j'évoquais par exemple. Maintenant, est-ce que la signature du Mercosur, est-ce que c'est bon pour l'Europe? Moi, je ne peux pas me substituer aux responsables politiques dans ce domaine. Enfin, je pense que si ça a été fait, c'est qu'on va considérer que c'est bon. Mais c'est toujours le problème de ces accords. C'est que ça peut être bon pour l'Europe, ça peut être mauvais pour certains pays à l'intérieur de l'Europe et bon pour d'autres. Et donc, ces accords créent des tensions, ce n'est pas la première fois, entre les pays européens. Ce qui n'est pas acceptable pour moi, c'est que la question des normes n'ait pas été proprement traitée. Parce que ça induit des distorsions qui sont dans l'opinion publique inacceptables. Donc, pour que les accords de ce type, il y aura toujours des plus et des moins. Par contre, il y a des erreurs majeures pour les produits agricoles, par exemple, sur les normes. François, vous êtes d'accord ou pas? Bon. Oui, François est d'accord. Je peux être que d'accord avec vous, Philippe. Voilà. Vous n'avez jamais été aussi jésuite, là. On en parlera après. Je pense que sur cette bonne parole d'accord général, je pense que si je ne vois pas d'autres mains se lever, et puis ça fait déjà maintenant près d'une heure et demie que nous sommes en discussion, donc je voulais remercier encore Philippe Varin au nom de tout le monde pour cette présentation et cet échange aussi très, très direct et je pense très, très utile. Je pense qu'il y a beaucoup de sujets qui vont continuer à évoluer dans les mois et années qui viennent, et donc on aura certainement l'occasion d'en redébattre avec Philippe et avec je pense que sur tout ce qui est lié au compact, là, il faut qu'on se revoie, parce que je peux vous donner donc tous les éléments. Parce que dans le think tank, on est très preneur d'avis et de suggestions. Non, mais tout à fait. Non, mais là, on est vraiment au cœur je dirais, de la mission d'un think tank comme la Fabrique de l'exportation, et donc on sera volontiers. Et si on peut contribuer, on le fera volontiers. Je vais faire en sorte de vous mettre à disposition des éléments. Merci beaucoup. Et donc, merci à tous, merci aux participants qui ont été nombreux. On a été plus de 85 à un moment donné. Donc, je vous donne rendez-vous. Alors, on n'a pas de date précise, mais on va faire une séance à la fin du mois et qui portera plus spécifiquement sur le Venezuela, et enfin sur les aspects économiques de la situation au Venezuela. Évidemment, ici, nous ne parlons que d'aspects économiques, mais je pense que c'est un sujet aussi d'intérêt. Et notre ami Henri-Jacques Citroën, qui était aussi parmi nous, va participer et nous donner sa vision du sujet. À ce moment-là, on vous donnera la date très prochainement. Voilà, merci encore à toutes et à tous. Merci Philippe. Et puis, très bonne fin de soirée à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, Au revoir. au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.